Bonjour, bienvenue dans le bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Regarde autour de toi, les gens sont crevés. Et tu sais pourquoi? Pas parce qu'ils ont trop agi, pas parce qu'ils n'ont pas osé, pas parce qu'ils ont attendu, parce qu'ils voulaient être sûrs. Sûrs avant de parler, sûrs avant de changer, sûrs avant de commencer. Et pendant ce temps-là, le corps, lui, il portait les épaules, le ventre, la tension qui se met là, ce bruit de fond qui ne lâche pas. Tu te lèves le matin avec cette sensation pas vraiment reposée, pas vraiment là, comme si quelque chose avait tourné toute la nuit sans que tu le demandes vraiment. Et tu ne sais toujours pas mettre un mot dessus. Tu sais juste que c'est là. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cette fatigue particulière. Celle qui ne vient pas de trop faire, celle qui vient de trop attendre, d'être sûr. On nous a appris quelque chose qui ressemblait à de la sagesse. Réfléchis avant d'agir, attends d'être prêt, tourne cette fois ta langue dans ta bouche, sois sûr. Et il y a bien sûr là-dedans quelque chose de vrai. Mais il y a un moment où la préparation, ça devient une prison. Où je ne suis pas encore prêt devient une façon de ne jamais partir. Où j'attends d'être sûr devient une façon de ne jamais risquer. Ce qui nous rapproche d'ailleurs d'une forme de procrastination. Alors je veux poser une question ici. On parle d'être sûr de quoi exactement? Sûr que ça va marcher? Personne ne peut te le promettre. Sûr que tu ne vas pas te tromper? Ma foi, tout le monde se trompe. Sûr que les autres vont comprendre, approuver, valider? Ma foi, ça n'arrivera peut-être jamais. Alors, si tu attends cette certitude-là, eh bien, tu risques d'attendre longtemps. Tu risques d'attendre peut-être toute une vie. Et le problème avec l'attente, c'est qu'elle a un prix. Un prix invisible, hein. Simplement parce que ne pas agir, ça ressemble à du calme. Ça ressemble à de la prudence. Et personne ne peut te critiquer pour quelque chose que tu n'as pas encore fait. Ça, c'est sûr. Mais au fond, ne pas agir, c'est aussi prendre une décision. La décision de ne pas agir. Et cette décision-là, elle a des conséquences. Comme toutes les décisions. Exactement comme n'importe quel choix que tu ferais. Parce que oui, l'inaction, c'est une action. Pense à quelqu'un dans ton entourage qui a attendu. Pas quelqu'un de paresseux, quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, qui avait tous les éléments et qui savait. Et qui a quand même attendu. Encore un mois, encore une analyse, encore une conversation intérieure. Et à force d'attendre, eh bien, la fenêtre se ferme, la porte se ferme, le pont s'écroule. Tu peux plus passer, parce que le temps est passé. Et ce n'est pas parce que cette personne était incapable, c'est parce que cette personne voulait être sûre. Ce que je remarque souvent, c'est que la paralysie n'a pas grand-chose à voir avec le manque d'information. En gros, tu sais, la plupart du temps, tu sais déjà.
Tu le sais d'ailleurs dans ton corps, avant même de le formuler dans ta tête. Mais si tu écoutes cette partie de toi qui résiste, ta tête, elle te dit quoi? Elle te dit, et si ça rate? Elle te dit, et si tu te trompes? Elle te dit aussi, et si tu mets autant de toi là-dedans et que le résultat n'est pas celui que tu espérais? Et c'est ça le truc. Ce n'est pas la peur d'agir, c'est la peur du résultat qui suit l'action. Et ça, c'est quelque chose qui s'installe très tôt. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que certaines actions ont des conséquences sur ce que l'on vaut aux yeux des autres. Tu réussis, on t'aime. Tu échoues, quelle déception. Et le cerveau, eh bien, il retient ça. Il retient que le résultat n'est pas juste un résultat, c'est une évaluation. Alors, ton cerveau fait ce pourquoi il est fait. Aussi loin qu'on puisse remonter jusqu'à la préhistoire, le cerveau a toujours eu un rôle, parmi tant d'autres, mais ce rôle, celui de te protéger. Il t'empêchera de sortir de la cave pour aller chercher à manger s'il a repéré quelque chose de suspect dans un coin, quelque chose qui ressemble à un danger, un tigre, une menace, et il fera tout pour te garder à l'intérieur. Or, on est dans un monde moderne aujourd'hui, mais le mécanisme, lui, il n'a pas changé. Et ce mode de fonctionnement à long terme, c'est épuisant. Parce que l'énergie que tu mets à ne pas agir, à justifier, à reporter, c'est souvent plus lourd que l'énergie qu'il faudrait pour simplement passer le seuil et y aller. Et ça devient très lourd quand chaque action doit prouver ton droit d'exister, quand chaque décision doit confirmer ta valeur, quand chaque résultat devient une évaluation de qui tu es. Parce qu'à ce moment-là, agir, ça devient dangereux. Si le résultat n'est pas bon, ce n'est plus seulement l'action qui échoue, c'est toi. Du moins, c'est ce que ton cerveau croit. Alors tu veux agir, mais tu as peur du résultat. Tu veux avancer, mais tu veux être sûr. Tu veux changer, mais tu veux ne rien perdre. Et comme il n'y a aucune garantie dans tout ça, eh bien tu restes là, à attendre, à porter et à te fatiguer. Alors, prenons un exemple concret. Tu as ce projet dans ce tiroir, cette lettre écrite que tu n'as pas envoyée, cette conversation que tu repousses depuis des mois. Et chaque jour qui passe, sans que tu bouges, tu rajoutes une couche de justification. Jusqu'au moment où tu as presque oublié le pas que tu voulais faire au départ. Et du coup, tu es juste bloqué. Et le plus dur dans tout ça, c'est que, vu de l'extérieur, personne ne voit rien. Parce qu'extérieurement, tu continues à être toi-même. Tu réponds quand on te parle, tu fais ce qu'il faut faire, tu délivres le travail au boulot. Tu vas chercher les enfants à l'école, tu fais les courses, tu es toujours aussi présent avec ta femme, tes proches, au travail, avec les amis. Et on ne voit pas à l'extérieur, on ne voit pas de l'extérieur ce qui se passe dans ton intérieur. Du reste, personne ne te demande vraiment, dans la rue, au travail, quand tu croises quelqu'un que tu connais, c'est Salut, ça va?» La réponse est souvent Ça va. Et chacun continue son chemin. Il est très rare qu'on te pose la question une deuxième fois, n'est-ce pas? Alors que peut-être la vraie question n'est pas comment être sûr. Peut-être que la vraie question, derrière tout ça, c'est qu'est-ce que je suis en train de sacrifier pendant que j'attends? Alors laisse-moi te raconter quelque chose.
Il y a bien longtemps, sur un champ de bataille, il y avait un homme très entouré. D'un côté, il était entouré par les siens. Et de l'autre côté, il était entouré par ce qu'il devait affronter. L'affrontement est imminent. La tension est à son comble. Il n'y a plus rien à négocier. Il n'est plus temps de reporter. On est au point de non-retour. Et c'est à lui que la prochaine action appartient totalement. Il est le maître du moment. Et c'est quelque chose qu'il a préparé pendant des années. Et à ce moment-là, ce moment où tout est en place, où il n'y a plus rien à attendre, il se paralyse. Ses mains tremblent, et ce qu'il tenait depuis toujours comme acquis, comme sûr, la certitude, ça lui glisse entre les doigts. Sa bouche est sèche, sa peau le brûle, son esprit tourne sans pouvoir s'arrêter dans une folie totale, et il s'effondre. Et c'est pas une métaphore. Littéralement, physiquement, il s'effondre. Son corps lâche, vraiment. Ce qui est frappant dans cette scène, c'est que cet homme n'est pas quelqu'un de faible. C'est quelqu'un qui a été formé, préparé, qui est compétent pour être là, à ce moment-là, pour faire cette action-là. Il sait, il connaît exactement ce qu'il a à faire. Il l'a toujours su. Et c'est précisément pour ça que l'effondrement est si fort. Pas parce que le doute est celui d'un débutant. Non, 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 c'est le vertige de quelqu'un qui voit clairement ce qui l'attend, qui voit les conséquences de ses actions, qui voit ce qu'il risque d'y perdre. Et le corps dit non. Littéralement non. Avant même que l'esprit ait fini de réfléchir, le corps dit non. Et dans cette scène, à cet endroit, il y a quelqu'un à côté de lui, un homme qui le regarde. Cet homme lui parle et il ne dit pas « Allez, courage, tu vas y arriver ». Il ne dit pas non plus « Tu n'as plus le choix, il faut y aller ». Et il ne dit pas encore « Regarde, on a tout préparé ». Non, 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 il lui pose juste une question. Juste une seule. Pourquoi est-ce que tu t'attaches tant au résultat? Parce que cet homme a vu quelque chose que l'autre n'avait pas encore vu. Que sa paralysie ne vient pas d'un manque de courage. Elle vient de cette exigence de certitude. De ce contrat invisible qu'on veut signer avec la vie. Je t'engage mon énergie, tu me garantis le résultat. Eh bien, croyez-moi ou pas, la vie, elle ne signe pas ce contrat-là. Ce que cet homme qui accompagnait lui a dit ensuite, c'est quelque chose d'assez simple et de très profond. Il lui a dit, tu as droit à l'action, pas aux fruits de tes actions. Ce qui t'appartient, c'est l'action, le geste, la direction que tu prends, la qualité de ce que tu mets dans ce que tu fais. Ce qui ne t'appartient pas entièrement, c'est ce qui arrive après. Et ça, pour l'être humain moderne, c'est presque insupportable. Parce qu'on veut tout posséder, même le futur, même la réaction des autres, même la manière dont notre courage sera reçu. Et c'est justement là peut-être que la liberté commence précisément. Quand tu arrêtes d'essayer de posséder le résultat
et que tu reviens à ce qui t'appartient vraiment. Ton intention, ton geste, ton prochain pas. Parce qu'un pas, c'est possible. Un pas, tu le respires. Un pas ne te demande pas de connaître toute la carte. C'est juste un pas. Il demande juste d'être un peu plus honnête avec ce qui est là. Et je vais faire une distinction qui me semble importante. Il y a une différence entre la lucidité et le contrôle. La lucidité, elle regarde la réalité. Et elle te dit, voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, voilà le prochain pas juste. Le contrôle, lui, il veut posséder. Posséder le futur. Et il dit, je ne bougerai pas tant que je ne suis pas sûr que tout va se passer exactement comme je veux. Et comme le futur reste toujours incertain, le contrôle n'est jamais rassasié. Et il en veut encore. Encore une preuve, encore un signe, encore un délai. Et toi, pendant ce temps-là, tu te vides. Alors, peut-être qu'à un moment, il faudrait arrêter de demander à la vie une garantie qu'elle ne peut pas donner et revenir à quelque chose de plus simple. Qu'est-ce qui est juste maintenant? Pas parfait, juste. Qu'est-ce que les épaules savent déjà? Qu'est-ce que ton ventre essaie de te dire? Qu'est-ce que tu repousses parce que tu veux une garantie que la vie ne peut pas te donner? Et ce qu'on vient de traverser ensemble, ce rapport à l'action, au résultat, à la peur, à la tension intérieure, on y entend une sagesse millénaire. Ça vient du cœur d'un texte indien, le Bhagavad Gita. C'était écrit il y a 5000 ans. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est toujours d'actualité. C'est fabuleux. Un dialogue entre un guerrier paralysé par le doute et celui qui l'accompagne au milieu de sa confusion. Ce guerrier, c'est Arjuna. Celui qui l'accompagne, c'est Krishna, une des incarnations de Vishnu dans la tradition hindoue, la 8e si je ne m'abuse. Ce qui est puissant dans cette scène, ce n'est pas le contexte religieux, c'est la scène humaine. Un être humain qui doit agir, mais qui ne peut plus, qui voit les conséquences, qui porte le poids de tout ce qui pourrait arriver, et qui s'effondre, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il veut comprendre l'issue avant d'entrer dans l'action. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça, dans ton quotidien? Krishna ne juge pas l'effondrement d'Arjuna. Il ne le minimise pas, il entre dedans avec lui. Il lui pose des questions que personne d'autre n'ose poser. La Bhagavad Gita, c'est 18 chapitres d'une conversation au bord d'un gouffre. C'est pas un mode d'emploi, c'est pas un sermon moral. C'est un dialogue entre quelqu'un qui ne sait plus comment avancer et quelqu'un qui lui rappelle d'où il peut agir. Et Krishna lui dit quelque chose de bien plus subtil encore. Alors pardon pour la prononciation. Karmanye vadikaraste ma faleshu kadachana. Je l'ai dit. Et si on le traduit, non pas mot à mot, mais comme plutôt on le ressent, ça veut dire tu as le droit à l'action, pas au fruit de tes actions, agir depuis un lieu plus profond que la peur, l'ego et l'attachement au résultat. Après avoir entendu cette phrase, Arjuna s'est relevé et il a agi, sans certitude sur le résultat, en faisant simplement ce qui lui appartenait de faire. Et c'est là que ça nous renvoie à quelque chose d'intéressant. Les attentes. Les attentes bloquent parfois, parce que si tu agis en attendant un résultat précis, c'est le résultat qui tient ton énergie en otage, pas l'action. Et ce texte
qu'on vient d'aborder, il ne parle pas de ton épuisement ni de ton agenda surchargé. Il parle à la personne qui veut changer, mais qui attend d'être sûre. À la personne qui veut parler, mais qui craint la réaction des autres. À la personne qui porte tout, mais qui ne sait même plus ce qui lui appartient vraiment. Ce texte ancien, il te parle à toi. Et ce que je trouve beau dans tout ça, c'est que ce texte, il te dit pas d'être certain, il te dit pas d'être prêt, il te dit juste de revenir à ce qui est réellement toi. Ton geste, ta direction, ta présence dans ce que tu fais. Parce que le reste, finalement, tu l'auras bien compris, ça ne t'appartient pas. Alors, peut-être que ce soir ou demain ou dans les jours qui viennent, la question à te poser, c'est pas est-ce que je suis sûr? Peut-être que la question c'est qu'est-ce que je sais déjà mais que je n'ose pas encore vivre? Alors tu écoutais le bruit intérieur, le podcast, pour revenir à soi. Cette semaine, on a parlé de cette fatigue particulière, celle qui ne vient pas de trop faire, celle qui vient d'attendre d'être sûre avant d'oser agir. Et on a découvert à travers la Bhagavad Gita que bien que le monde ait progressé technologiquement, les Indiens ont encore frappé avec leur vieille sagesse, parce que 5000 ans plus tard, on dit encore la même chose sur ces sujets philosophiques. Ce qui t'appartient, c'est le pas le résultat. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains et partage-le à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait être utile. La semaine prochaine, on parlera de quelque chose que beaucoup ont perdu sans s'en rendre compte. Quelque chose qui était là, en toi, avant le doute, avant la peur, avant tout ça. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.